ces soirées sont géniales et c'est super aussi d'avoir cette 5e soirée dans laquelle on va rencontrer des jeunes qui s'engagent très fortement pour entreprendre pour la maison commune. Et donc, c'est très important pour nous aux EDC, puisque en fait, euh, le soutien et l'avenir des jeunes est très, très important pour notre mouvement. Et on a lancé beaucoup d'opérations ces derniers temps pour soutenir les jeunes. Donc, en fait, notamment, nous avons lancé une initiative, je dirais, il y a 3-4 mois, dont le nom est 10 000 stages, 10 000 stages pour les jeunes. Et donc, en fait, voilà, on a mobilisé tout notre réseau des membres d'essai. Hein. On a 3 500 membres. Et on s'est dit qu'à 3 500 membres, avec nos entreprises, on était capable de proposer 10 000 stages, 10 000 premiers emplois. C'est très difficile actuellement, comme vous le savez, pour les étudiants et puis pour les jeunes pros de trouver du travail et des stages. Nous avons aussi certaines initiatives dans nos régions, notamment en Île-de-France Ouest et puis je crois aussi un petit peu en Rhône-Alpes, où en fait on a des plateformes de mise en relation entre les jeunes et les chefs d'entreprise, pareil, autour du travail. Et puis on a eu l'occasion de rencontrer aussi, et on fait beaucoup de partenariats avec les membres de Chrétiens en grandes écoles et d'Ecclesia Campus. Donc l'Ecclesia Campus, c'est les jeunes qui sont en université. Et donc, en fait, on a regardé tout ce qu'on pouvait faire ensemble et finalement, on a décidé de répliquer en région une initiative commune où, en fait, on rencontre ensemble donc à la fois les jeunes de Chrétiens Grandes Écoles et d'Ecclesia Campus donnent leur vision du monde et la partagent, comme vont faire ce soir Caroline, Benoît et Timothée, partager leur vision du monde. Et bien là, c'est pareil, les étudiants dans les régions partagent avec les équipes locales. Et les équipes locales leur donnent aussi, leur tendent la main, leur expliquent un petit peu la situation économique vue du côté des entrepreneurs et puis aussi voilà, essaye peut-être aussi de les aider à bien s'insérer dans l'économie quand on peut le faire. Voilà, donc en fait, on a pas mal d'initiatives dans ce sens-là et on a évidemment Agir avec les EDC qui a comme priorité l'inclusion des plus fragiles et notamment l'inclusion des plus jeunes. Donc, en fait, voilà, avec les écoles de production, avec toutes les associations et les initiatives qu'on soutient pour l'inclusion des plus jeunes. Et pour terminer, on est ravis d'entendre encore des jeunes ce soir, puisqu'en fait, c'est très important pour nous aussi dans le mouvement qu'on soit innervé par ces jeunes, par cette nouvelle génération, et on y attache une importance cruciale. On va rencontrer avec l'équipe de direction du mouvement les plus jeunes de notre mouvement jeudi soir et puis mercredi midi la semaine prochaine pour partager avec eux notre vision du mouvement, notre vision de notre feuille de route et puis prendre leurs idées dessus et puis aussi voir où ils peuvent s'engager puisqu'en fait on est persuadé que les plus jeunes d'entre nous, alors chez nous aux EDC, les jeunes c'est moins de 42 ans, hein, donc c'est très jeune, mais voilà, ceux-là on voudrait qu'ils puissent s'engager dans le mouvement à différents endroits pour participer à la transformation du mouvement. Mais on est quand même très content puisqu'en fait sur les 2 dernières années, le nombre d'EDC de moins de 42 ans, de moins de 40 ans a été multiplié par 3. Donc, on a vraiment, voilà, je crois que notre mouvement évolue et je crois qu'on a de plus en plus de jeunes dans notre mouvement. Il a été multiplié par 3 en 2 ans. On a maintenant à peu près 350 membres des EDC qui ont moins de 40 ans. Voilà, merci beaucoup. Et puis, je vais donner la parole maintenant à Nicolas et Arnaud, nos coachs préférés qui vont animer cette soirée. Merci Cyril. Bonsoir. Tu veux dire quelque chose peut-être? Non, merci Cyril aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, on est ravis de vous retrouver ce soir et nous sommes prêts à nous faire challenger par la jeune génération. Donc, si vous pouvez poser vos questions le plus largement possible, de telle manière qu'on ne se sente pas trop débordé, ça serait génial. Voilà. Alors, on accueille ce soir Caroline. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Et Benoît. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau merveilleux des EDC. Vous êtes venu un peu nous parler de ce qui vous anime. Peut-être pour vous présenter d'abord Caroline,
Alors, on va se tutoyer, vous voulez bien, parce qu'en fait, on s'est dit qu'on allait se vouvoyer, mais en fait, on n'a pas réussi parce que Nicolas et moi, on pourrait les avoir comme enfants, donc c'est un peu gênant. Et du coup, ils acceptent de nous tutoyer. C'est ça qui est formidable. Voilà, donc Caroline, toi, tu es à Montpellier, à Supagro. Tu as une caractéristique quand même, c'est que tu es une danseuse hors pair, danseuse classique, danseuse jazz, et puis danse contemporaine aussi. Tu nous as Ouais, dit. vous me surestimez, mais c'est l'idée. C'est ça, voilà. Et toi, Benoît, tu es polytechnicien, comme quoi nul n'est parfait. Et tu nous as indiqué que une chose que tu adorais, c'était le trail et que tu étais prêt bientôt à faire la diagonale du fou. Mais heureusement, comme l'empreinte carbone risquerait d'être forte, tu t'es dit que tu allais te mettre en stand-by et que tu ferais ça un autre jour. C'est ça? Et courir dans les Alpes, plutôt. Ah, courir dans les Alpes, oui, c'est ça. Avec le train, ça sera moins d'empreinte carbone. Bravo. Mais c'est pas pour ça qu'on vous fait venir ce soir, c'est pour parler de ce collectif que vous avez peut-être créé ou dont vous faites partie, voilà, un collectif pour un réveil écologique, voilà, qui est à l'origine du manifeste étudiant pour un réveil écologique. Et vous avez 32 000 adhérents, c'est ça, 32 000 étudiants qui sont adhérents? 32 000 signataires du manifeste. Signataire Ouais. du manifeste, d'accord, ok. Oui, alors racontez-nous un peu ce que c'est que ce collectif. Parlez-nous un petit peu de ce collectif, parce qu'on n'en sait pas grand-chose, en fait. Alors pour être exact, c'est le manifeste en fait qui a créé le collectif. C'est-à-dire que le manifeste a eu un tel succès et un peu inattendu que on s'est dit qu'on pouvait pas laisser le soufflet retomber. Et c'est suite à ça que c'est un peu que se sont mobilisés les étudiants autour du collectif en se disant on va continuer à aller challenger les entreprises. Et alors, c'est quoi ce manifeste qui est la pierre angulaire de votre Alors, engagement? c'est un manifeste qu'on a écrit il y a 2 ans et demi, des étudiants de grandes écoles, donc de l'IX, HEC Centrale. Et dans ce manifeste, on dit qu'aujourd'hui, il y a une crise écologique très claire, que les scientifiques sont vraiment très clairs là-dessus, mais on déplore qu'il y a une absence de réaction du monde économique et politique. Et on dit que, alors qu'on va devoir choisir un emploi, aujourd'hui, on voit des contradictions assez fortes entre notre conscience de la crise écologique et ce que nous permettra de faire notre emploi. Et que globalement, aujourd'hui, le système économique et les entreprises continuent d'extraire les ressources, d'émettre énormément de carbone et ne nous permettent pas d'aller vers une société résiliente, durable sur le long terme. Et donc, en signant le manifeste, on s'engage à choisir un employeur qui prendra les enjeux environnementaux, sociaux au cœur de sa stratégie et qui donc nous permettra d'être en accord avec les convictions qu'on exprime dans le manifeste. Alors du coup, il y a des critères pour être cet employeur heureux qui va pouvoir bénéficier de jeunes comme vous? Alors, c'est dur de mettre des critères précis dans le manifeste. On n'en dit pas spécifiquement. Ensuite, nous, c'est un travail qu'on a fait derrière. Depuis qu'on a écrit ce manifeste, on s'est regroupé, on a travaillé sur 2 axes. L'axe de l'enseignement supérieur, peut-être que Caroline pourra en parler un peu plus que moi, et puis l'axe de nos employeurs. On est à la frontière entre ces deux mondes. Et donc, on a des demandes un peu précises vis-à-vis de nos employeurs qu'on a pu écrire, qui sont disponibles sur notre site. On a fait un questionnaire qu'on a envoyé aux entreprises pour dire, bah voilà, en fait, nous, une entreprise sérieuse sur le sujet du changement climatique, c'est ça. Et pour les dire rapidement, ce qu'on va regarder en premier, c'est d'abord l'utilité de l'activité, à quoi elle contribue l'entreprise et à ce qu'elle est en conversion, en bouleversement face aux contraintes écologiques et aux limites planétaires. Parce que l'entreprise est en train de se transformer pour être compatible avec ces limites planétaires. Et puis ensuite, on va regarder un peu plus opérationnellement est-ce que l'entreprise mesure ses impacts, a un plan pour aller vers une neutralité carbone ou pour au moins diminuer largement ses émissions de CO2, pour diminuer son impact sur la biodiversité. Un critère important aussi, c'est comment ça se passe en interne. Est-ce qu'il y a une gouvernance satisfaisante de ces questions? Et est-ce que nous, en tant que jeunes, si on rejoint l'entreprise, on va pouvoir faire partie de ça? Est-ce qu'on va pouvoir être force de proposition pour changer l'entreprise? Donc, si je comprends bien, des entreprises qui pour vous sont éligibles ou des cibles susceptibles d'attirer des gens comme vous, c'est des entreprises qui non seulement ont un objet social qui a du sens, mais qui également est capable de transformer jusqu'à y compris son modèle économique et de le prouver dans les actes et dans les faits. Une entreprise qui est capable de vous considérer comme des partenaires et qui fait autre chose que simplement de la communication ou du greenwashing, et une entreprise qui est capable de mettre en place des outils de mesure et des métriques
de sa transformation. Plus qu'avoir du sens, c'est même vouloir agir dans le bon sens. C'est-à-dire pas se contenter de faire un peu moins pire que les autres, mais faire vraiment bien aussi. Et pour toi, c'est quoi faire vraiment bien? En dehors de ce que vient de dire Benoît, tu dirais quoi spontanément comme ça? Benoît a parlé d'utilité. Je pense que l'utilité, c'est vraiment la question centrale là-dedans. On ne parle pas d'utilité au sens, bon, est-ce que le contexte marketing m'a donné envie d'avoir ça? Est-ce que finalement, j'en ai besoin dans mon quotidien? Oui, cette chose va me faciliter la vie. C'est pas ça l'utilité. L'utilité, c'est le besoin profond qui existe sans contrainte, enfin, sans stimulation extérieure. Je pense que l'utilité est la finalité avant tout. Alors, Benoît, dans ton histoire personnelle, qu'est-ce qui fait que tu t'es engagé dans cette aventure incroyable? Donc moi, donc je suis à Polytechnique, j'ai une scolarité un peu classique d'étudiant qui se débrouillait pas mal. Donc j'ai fait 2 ans de prépa. Après ces 2 années de prépa, on a l'occasion de faire un stage de 6 mois, soit qu'on fait dans l'armée, soit qu'on fait civil. Donc moi, j'ai choisi de faire un stage civil parce que j'avais vraiment envie de donner du sens. C'était lié à ma foi, j'avais envie d'avoir une expérience un peu humaine, riche, et donc je me suis retrouvé pendant 6 mois à l'Arche, dans les comités de l'Arche de Jean Vanier avec des personnes avec handicap mental. Et j'avais pas mal de temps dans le cadre de cette vie communautaire partagée. Et donc j'ai eu l'occasion de me renseigner pas mal sur les enjeux écologiques. Parce que voilà, je pense que j'étais déjà sensible, mais j'ai pris ce temps pour vraiment lire, me renseigner. Et c'est là que je me suis rendu compte de la gravité de la situation, vraiment, que j'ai pu faire un peu cette expérience presque physique, que la Terre souffre et que nous, on souffre avec aussi, et qu'il y a une urgence. Et donc, on ressent un petit peu une colère et on ne comprend pas qu'aujourd'hui, on en parle un petit peu, mais que personne n'agit vraiment. Voilà, donc moi, j'ai voulu à ce moment-là m'engager vraiment. Et puis, donc, j'ai rejoint assez rapidement quand je suis arrivé à Polytechnique, ensuite l'association de développement durable. Et c'est au moment où ce manifeste a été lancé. Donc, j'en ai pris part et puis je me suis retrouvé embarqué dans cette aventure qui aujourd'hui me prend une bonne partie de mon temps libre. Une bonne partie, ça veut dire quoi à peu près? En nombre d'heures par semaine, je pense que je suis pas un temps plein, mais pas très loin d'engagement associatif à côté. Ok, super. Et Caroline, tu nous as parlé de ton expérience du vivant, puisque tu travailles beaucoup là-dessus et qui t'a amené en fait à cette conversion, on peut dire. Oui, c'est ça. C'est pas En fait, contrairement à ce qu'on pourrait dire, une prise de conscience, c'est pas forcément soudain. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours où j'étais en prépa aussi, en prépa agro-véto. Et en fait, on est au quotidien, au contact de la biologie, du vivant, des mécanismes super complexes qui définissent juste nos conditions d'existence sur Terre, en fait. Et quand on est face à ça, quand on arrive à la fin des cours et qu'on nous dit bon, là, on ne peut pas aller plus loin parce que la science ne sait pas plus que ce que je viens de vous dire, et ben, en fait, on se rend compte à la fois l'immensité de ce qu'on ne connaît pas et de la richesse de ce qu'on connaît. En fait, rien que ce qu'on a vu dans un cours, c'est impressionnant. Et face à ça, on peut être que une position d'humilité. Et en fait, moi, ça m'est revenu en pleine tête, hein, en fait, de me rendre compte que mes activités du quotidien avaient un impact direct sur ce que j'étudiais au quotidien aussi. Et alors, on a vu que votre mouvement intervenait aussi bien dans le monde des grandes écoles et de l'enseignement supérieur, et puis aussi dans le monde de l'entreprise. Peut-être qu'on peut commencer par l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans l'écosystème qui est le vôtre aujourd'hui? Alors, l'enseignement supérieur, en fait, un des constats qu'on a mené, c'est qu'en fait, en tant qu'étudiant, on est très, très conscient des enjeux, mais c'est par nous-mêmes, en fait. On a regardé des vidéos YouTube, à la limite, on a suivi des conférences qu'on a organisées nous-mêmes. C'est jamais nos formations, pour l'instant, ça n'a pas été le cas, qui nous ont donné les connaissances qu'on utilise pour se battre pour ce pour quoi on se bat. Et c'est un constat qui nous alarme un peu. Donc on dit que les étudiants doivent être informés des enjeux et formés pour y répondre. Ça veut dire que former, c'est être en mesure de les comprendre et être en mesure d'avoir des actions cohérentes dans son monde personnel, mais dans sa vie professionnelle aussi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les écoles, les universités, les étudiants, parce qu'ils sont très mobilisés. Et le but, c'est de les rendre visibles et de leur donner aussi la légitimité qu'eux se sentent capables d'aller voir leurs enseignants et de dire « j'ai envie d'apprendre ça ». Et on va voir aussi les institutionnels parce qu'il y a un cadre qui contraint beaucoup les établissements d'enseignement supérieur, des critères d'évaluation. Bon, je pense au ministère, mais je pense aussi aux conférences, la conférence des grandes écoles, la commission d'éthique d'ingénieurs, qui sont des organismes qui régulent et qui, en libérant ces cadres, pourraient permettre aux établissements aussi de s'engager sur des trajectoires plus écologiques. Et ce collectif est très récent.
Il date de quand? 2018. 2018. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous dire, dans le monde des grandes écoles, l'accueil que vous avez, le retour qui se fait? Il y a un vrai changement positif depuis 2 ans. On est très bien accueillis en règle générale. C'est rare que les établissements se sentent accusés ou acculés quand on vient leur parler. Ils sont plutôt sur des trajectoires positives. Ça dépend aussi énormément des secteurs. Les écoles d'ingénieurs, on commence à vraiment prendre conscience de la chose. Il y a des écoles, par exemple le groupe INSA, qui s'est vraiment engagé sur une trajectoire positive en invitant le Shift Project à participer à sa transformation intérieure. Après, il y a des écoles pour qui c'est plus difficile. On ne va pas se mentir, les écoles de commerce, elles sont quand même bien coincées dans un paradigme économique qu'elles continuent d'enseigner. Les universités, elles ont des difficultés aussi. Les universités, parce qu'elles sont très quadrillées, elles fonctionnent dans un département. C'est difficile de parler de façon transdisciplinaire, c'est-à-dire entre secteurs, entre thématiques. Donc c'est très aléatoire en fonction des établissements. Mais en règle générale, on est quand même bien accueillis et il y a des choses qui bougent. Benoît, dans le monde de l'entreprise, concrètement, le collectif, il fait quoi? Alors, on a commencé par aller rencontrer des dirigeants d'entreprise parce que déjà, ils se sentaient très concernés par le manifeste, parce qu'on les cible directement, on leur dit si vous ne vous transformez pas, on ne viendra pas chez vous. Et il y a déjà aujourd'hui des grands groupes pour qui l'attractivité auprès des jeunes talents est un vrai enjeu. Et ils ont du mal, ils doivent s'employer de plus en plus pour aller chercher des ingénieurs ou des futurs cadres. Donc puis nous, ça nous permettait aussi de nous confronter à un monde qu'on ne connaissait pas très bien, le monde de l'entreprise, avec notre regard étudiant. Donc on arrive avec cette radicalité, avec une envie de changement très forte, et puis la volonté de comprendre. Donc ça les intéressait, c'est quelque chose qu'on continue de faire, et puis on va faire des interventions dans les entreprises pour essayer de réveiller, pour porter notre message. Et puis au fur et à mesure, on commence aussi à aller davantage dans le concret. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, quand on traite de ces sujets, toutes les entreprises font de la RSE. Ça fait 20 ans que ça existe. Les résultats sont pour l'instant très décevants, à notre sens. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de changement très concret. Ça ne s'attaque pas vraiment au cœur du modèle. Donc nous, on fait le travail d'aller regarder de près ce qu'ils font, quelles sont leurs stratégies environnementales. On fait ça de manière sectorielle. On va regarder, par exemple, on a regardé le secteur du luxe avec 4 grands groupes français. On a des très grands groupes. On fait le secteur automobile en ce moment. On va regarder leur stratégie, apporter notre regard critique, pointer l'insuffisance de certains objets. Et puis on va aussi dialoguer directement avec les entreprises là-dessus. Ça, c'est un premier aspect qu'on fait. Parfois, les entreprises nous demandent de travailler avec elles. Elles sont intéressées par avoir le point de vue de jeunes qui peuvent apporter autre chose. Donc, on peut faire partie, par exemple, de comités de parties prenantes ou de groupes de travail avec les entreprises. Donc, on fait bénévolement pour apporter une vision et puis challenger ce qui est leur stratégie. Donc, si je comprends bien, il y a à la fois une dimension, je dirais, d'aiguillon. Cyril parlait tout à l'heure de l'importance pour les EDC d'avoir des jeunes qui innervent le mouvement. Je ne sais pas si vous innervez, mais vous pouvez aussi énerver sans doute. Et puis, il y a cette dimension aussi de partenariat, de ce que je comprends, c'est-à-dire à travers ces comités d'écosystèmes en fait, des entreprises dans lesquelles vous êtes invités, de pouvoir véritablement avoir une pierre à apporter. Oui, on a fait le choix de dialoguer, de ne pas boycotter et de dénoncer en bloc. Donc, on accepte de dialoguer quand les entreprises nous le demandent. Et vous nous rassurez. Et il y a beaucoup de personnes très engagées pour l'écologie qui refusent complètement d'aller parler à des grands groupes pour qui c'est un modèle capitaliste. Dans tous les cas, ils disent que leur but, c'est de cracher du dividende des actionnaires. Et donc, ils préfèrent construire autre chose. Nous, on pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs doivent se transformer, aussi les grands groupes. Et même s'il y a des règles du jeu à changer, et puis on peut travailler aussi là-dessus. Ça peut nous arriver d'avoir des rendez-vous avec des politiques pour aussi parler des régulations à faire. Donc ça veut dire que nos amis, ce soir, peuvent vous inviter, ils ne risquent rien. Physiquement, je veux dire. Physiquement, ils risquent rien. Après, nous, on n'est pas forcément tendre, parce que dans les mots, en tout cas, on a une grande liberté de parole et on peut pointer les insuffisances. Et puis, c'est aussi un travail qu'on peut faire sur nos réseaux sociaux, de faire la guerre au greenwashing, parce qu'aujourd'hui, ça pullule. Et c'est quelque chose qui peut nous énerver particulièrement. Et alors, du coup, pour que nos amis acceptent de vous inviter ou aient envie de vous inviter, comment vous pourriez les rassurer, les sécuriser, de telle manière que le dialogue puisse se faire?
En fait, c'est un peu ce qu'il décrivait, c'est que nous, on est là pour faire avec, pour être constructif. Le fait qu'on se propose aux entreprises et qu'on leur pose des questions, c'est à la fois pour les aider à pointer du doigt les insuffisances, mais aussi pour leur donner une direction et à laquelle on aimerait bien contribuer. En fait, on se propose d'être. Voilà, c'est une façon pour nous de répondre aux problèmes qu'on pose. Donc, ils n'ont aucun souci à nous avoir si on vient leur dire ça. Mais de manière générale, nous, c'est quelque chose qu'on demande dans les entreprises, c'est de s'appuyer sur les jeunes ou sur toutes les personnes de bonne volonté qui ont compris les problèmes dont on parle et qui ont vraiment à cœur de changer. Dans toutes les entreprises, je trouve que c'est intéressant quand il y a cette place de dialogue et d'écoute avec les jeunes, qui peut être les jeunes salariés ou des parties prenantes externes comme nous, on peut représenter. Mais je crois qu'il y a un message à aller entendre là-dedans, qu'on porte très fort et que nos générations a de plus en plus. Et aujourd'hui, le message qu'on porte avec Caroline, il est partagé par une grande partie de nos promotions et de notre génération. Benoît, est-ce que tu aurais une histoire qui te viendrait comme ça en mémoire, un événement, une rencontre avec ce monde de l'entreprise, avec un entrepreneur qui t'a particulièrement marqué, ou pour une raison ou pour une autre d'ailleurs? Dans le cadre de cette activité du collectif. Alors, on peut donner des... C'est peut-être plus facile d'avoir des exemples en tête où ça s'est mal passé, où il y a eu du greenwashing, parce que c'est souvent des questions qu'on nous demande aussi quand on peut discuter avec des journalistes. Voilà, donc c'est quand une entreprise va pendant une entreprise qui fait du ciment, donc qui a un bilan carbone de plusieurs millions ou dizaines de millions de tonnes par an, nous explique le fait de mettre des ruches sur les toits, pourquoi ils font ça sur leur cimenterie et que c'est super de mettre des ruches sur les toits. Voilà, pour ça, c'est un exemple flagrant de greenwashing. C'était une boutade, sans doute. Ah non, il en a parlé pendant un quart d'heure très sérieusement en expliquant que c'est des salariés qui avaient envie de faire ça. Et donc, il est à l'écoute des salariés qui veulent changer les choses. Nous, ce qu'on questionne toujours, c'est vraiment le cœur de l'activité et ce que fait l'entreprise. C'est bien si les gens peuvent venir vélo, s'il n'y a pas de plastique à la cafétéria. Mais c'est pas comme ça qu'on va... quand on regarde l'ampleur de l'enjeu et l'ampleur des transformations à faire, aujourd'hui, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Et donc, c'est vraiment le cœur des activités qu'il faut réinterroger. Caroline, tu aurais une expérience de ce type-là, positive ou négative, je ne sais rien. Enfin, tout est constructif. Hein. Je vais donner du positif. Non, des exemples où finalement des entreprises qui ont par essence une activité qui a un impact énorme sur l'environnement, qui nous invitent en disant, par exemple, dernière expérience en date, un comité de réflexion stratégie financière en nous donnant explicitement comme consigne de les bousculer, d'aller les chercher dans les détails et surtout, une fois qu'on les a bousculés, nous dire merci, c'est bien reçu, on a compris et de voir aussi que des propositions qu'on avance ne sont pas absurdes parce qu'elles viennent des jeunes, ils sont capables de les entendre de temps en temps. Alors, vous parlez de tout ça avec vos parents, comment ça se passe familialement? C'est compliqué? Voilà. Non, parce qu'ici, on a des parents et des grands-parents quand même. Donc, voilà, il faut quand même y arriver à rentrer en dialogue. Je pense que c'est pas là. Bon, de mon côté, mes parents sont plutôt sensibles et ils font des efforts depuis assez longtemps. J'ai baigné dans un milieu où voilà, ils font attention. Après, on a, moi et mes frères, parce que j'ai des frères aussi qui sont bien engagés pour l'écologie, on a une radicalité qui est plus importante et on les pousse beaucoup à en faire davantage. Et on a beaucoup critiqué la voiture neuve qu'ils se sont achetées, qui est à nos yeux beaucoup trop grosse et trop équipée et qui n'est pas un besoin. Ils ont peut-être des enfants en même temps, faut peut-être ou un chien. Non, on est plus beaucoup à la maison. Et voilà, il faut aussi, la sobriété dans ses choix de consommation, c'est aussi très important. Même s'ils essayent de diminuer l'usage de la voiture, l'achat du véhicule joue beaucoup. Moi, c'est pas du tout des questions dans lesquelles j'ai grandi et donc mes parents m'ont pas poussé là-dedans. Donc en fait, quand je chemine avec moi, pas le même rythme. C'est pas du tout facile parce que moi, j'y suis confrontée au quotidien. L'engagement dans le collectif, c'est quand même quelque chose qui nous fait avancer très rapidement. Mes parents, ils font ce qu'ils peuvent pour poursuivre derrière, je pense. Mais il y a quand même de la bonne volonté parce que eux, de la même façon que quand on parle d'entreprise et qu'on est crédible, nos parents voient la cohérence de notre raisonnement et ce qui nous a mené aux conclusions qu'on tire. On ne parle pas de dogmatisme,
On est là parce qu'on a eu des constats souvent scientifiques, puisqu'il faut faire appel aux termes scientifiques pour être, pour être crédible, mais qui leur parlent aussi, quoi. Quand on a préparé un peu cet entretien, vous nous avez dit quelque chose qui nous a touchés, Nicolas et moi, qui est que vous n'avez pas envie que ça devienne un débat générationnel, voilà, et que pour vous, c'est vraiment un esprit de, en fait, on est tous sur la même planète et que la responsabilité, elle appartient à tout le monde. Voilà, est-ce que vous voulez dire quelque chose à ce niveau-là? En fait, on dénonce pas ce qui a été fait par le passé, on dénonce le fait qu'au vu des résultats actuels, on n'ait pas envie de changer de trajectoire. Donc, quand on dit faire avec, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, les étudiants, on apporte une énergie, on a envie d'aller dans une certaine direction. Maintenant, le temps qu'on arrive au poste à responsabilité dans les entreprises, c'est dans 20 ans, en fait. Et on n'a pas le temps d'attendre, nous, d'y être pour voir des changements opérationnels profonds. Donc, c'est pour ça qu'on parle de faire avec. On dit, nous, on vous apporte de l'énergie, maintenant, apportez-nous la vôtre. Voilà. Et effectivement, nous, on n'a pas du tout. Le but, c'est pas de dénoncer et de dire que. Le conflit générationnel, il peut être dans les deux sens. Parfois, les jeunes peuvent être très critiques envers certains. Nous, on ne l'est pas par principe. On peut être très critique envers ceux qui ne veulent pas comprendre, qui ne sont pas du tout intéressés à ces sujets. Mais l'âge ne joue pas. Et puis, en retour, nous aussi, parfois, on peut être très critiqués. Et ça nous arrive quand on va porter notre discours et qu'on appelle à une transformation profonde des entreprises, qu'on nous renvoie que des arguments en disant « Mais vous, les jeunes, vous êtes tout le temps sur votre téléphone. Vous, les jeunes, vous prenez l'avion pour aller à je ne sais pas où le week-end. » Donc en fait, le conflit peut être dans les deux sens et c'est stérile et ça mène à rien. Et donc, c'est pour ça aussi que nous on choisit de dialoguer et d'essayer de changer ensemble. Alors, on voit bien ce que vous êtes prêt à donner au monde de l'entreprise en particulier, en termes d'énergie, en termes de conviction, en termes de capacité à s'engager. Vous avez devant vous plusieurs centaines d'entrepreneurs et de dirigeants chrétiens qui eux aussi sont engagés. Qu'est-ce que vous avez envie de leur demander, s'il fallait leur demander quelque chose? Moi, je pense que je demanderais avant tout de l'humilité. L'humilité face aux enjeux, face à l'ampleur de l'enjeu et face à nos propres connaissances qui sont limitées. Et donc de l'humilité aussi dans la façon de réagir. C'est-à-dire que l'humilité n'est pas antinomique avec une responsabilité énorme. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas très responsable. Donc voilà, moi je les appellerais à agir à la fois à leur échelle, mais à leur échelle énorme, parce que c'est la leur. Et en quoi tu as besoin d'eux, toi? Pour se sentir moins seul, peut-être, je ne sais pas. Benoît? Ce que je peux demander d'abord, ce que je peux attendre, c'est qu'ils se sentent vraiment concernés par ce problème et qu'ils sentent que ce problème, ce n'est pas le problème de la jeune génération, comme on entend parfois en disant c'est super, les jeunes, vous allez nous sauver. Non, c'est vraiment le problème de tout le monde qui vit aujourd'hui, et puis surtout en particulier ceux qui sont en manette et qui dirigent des entreprises. Et donc, se sentir concerné, ça veut dire se renseigner, essayer de bien comprendre le problème et se dire comment je peux faire mon maximum pour changer. Voilà, et après, ce qu'on peut attendre personnellement, dans le message du manifeste, c'est dire il y a un côté de on va refuser certains postes parce que l'entreprise va dans le mur. La trajectoire que prend l'entreprise n'est pas du tout la bonne et nous emmène tous collectivement dans le mur. Mais à côté de ça, on a aussi vraiment envie d'agir pour proposer quelque chose de nouveau, pour changer nos sociétés. Et donc, ce qu'on attend des entreprises, c'est qu'ils nous proposent, des entrepreneurs, c'est qu'ils offrent des postes où on puisse agir comme ça, où on est, voilà, ou que l'entreprise dans laquelle on arrive en tant que jeune ait déjà initié ces changements et qu'on puisse accompagner et puis amplifier les changements qu'il y a à faire. Merci à tous les deux. Le collectif aujourd'hui, c'est combien de personnes? Une cinquantaine de membres actifs. D'accord, donc une cinquantaine de membres actifs qui vont un jour être aux manettes des entreprises. Voilà. Peut-être qu'à ce moment-là, vous serez 1000, 2000, 3000, 100 000, j'en sais rien. Voilà. Si vous vous projetez bêtement dans 20 ans, on va dire, où vous êtes à la manette aux manettes d'une entreprise, c'est quoi votre vision de l'entreprise de demain ou comment vous l'imaginez? C'est une question stupide hein, parce que c'est inimaginable. Vous avez enfin l'honnêteté de le dire. Moi, je dirais beaucoup de sincérité dans l'action déjà. Une entreprise qui serait vraiment tellement attentive à son entourage qu'elle ne se tromperait pas de direction.
parce qu'elle serait totalement à l'écoute à la fois de ce qui la compose et de ce qui l'entoure. Donc, c'est vraiment une vision écosystémique ou bio-écosystémique Totalement. que tu proposes. Ouais, moi, je partage ce que dit Caroline. Je pense que l'entreprise doit se voir un rôle presque politique, sociétal, et que le but de l'entreprise, c'est d'agir positivement sur la société. Et donc, après, ensuite, à la fois au sein de l'entreprise, et puis en interagissant avec les parties prenantes, avec l'extérieur, il y ait beaucoup de dialogue et que chacun puisse contribuer à ce projet politique que porte l'entreprise. Et pour moi, c'est ça le but d'une entreprise, c'est d'agir sur la société. Et ce n'est pas de maximiser son profit comme on peut entendre parfois. Super, merci beaucoup. Merci à tous les deux pour cette soirée. On va accueillir maintenant Timothée qui va rejoindre ce plateau. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bonsoir. Voilà, donc on va accueillir un autre jeune, mais un petit peu moins jeune. Peut-être il a gagné en maturité parce qu'il a travaillé déjà en entreprise, donc il a été confronté au monde, au vrai monde d'une certaine manière. Puisque là, bonjour Timothée. Bonjour. Voilà, bienvenue sur ce plateau. Peut-être 2 mots sur toi. Tu es ingénieur, voilà. Aussi. Ouais, Oui. centralien. Bon. Ouais. Et puis, tu as vendu ton âme un peu au monde du commerce puisque tu as été faire une école de commerce. Très bonne école, l'ESSEC. Voilà. Et peut-être dire que tu as travaillé pendant 4 ans, je crois, chez AT Kearney. Hein, voilà. Oui. Et aujourd'hui, tu travailles chez Total. Mais là aussi, tu as sauvé ton âme d'une autre manière puisque tu travailles sur les batteries dans les renouvelables. Et puis, tu nous as avoué quand même une faute gravissime, c'est que tu es un skieur invétéré, tu aimes ça. Et avant que tu fasses cette conversion dont tu vas nous parler, tu as quand même commis des actes irréparables puisque tu as été skié au Japon, ce qui est quand même énorme. Hein. Je confesse. Je connais personne et tu as même été à Tahiti. Alors, peut-être pas skier là, mais voilà. Bienvenue. Peut-être voilà, nous dire ce qui t'amène ce soir, qu'est-ce que tu as envie de dire. Tu as entendu tout à l'heure Caroline et Benoît, peut-être que tu veux rebondir sur ce qu'ils ont dit et nous dire un peu voilà, qu'est-ce que tu portes toi dans ce monde de l'entreprise et comment tu vis ça aujourd'hui. Oui, merci. Bonne introduction parce qu'effectivement, les entendre me donne envie de rebondir sur ce qu'ils décrivent. Parce que moi, quand je me rappelle comment j'étais dans mes années d'études, en fait, je me rends compte que toute cette vague qu'il y a eu autour du manifeste étudiant, moi, quand j'étais étudiant, 2010, 2012, 13, c'était pas du tout d'actualité et c'était vraiment très minoritaire dans les campus et dans les écoles. Je surfais un peu sur la vague comme tout le monde, comme beaucoup de monde encore aujourd'hui, dans une sorte de déni de savoir qu'il y avait un sujet sur le climat, un sujet sur la biodiversité, mais que voilà, sans avoir vraiment aligné les ordres de grandeur, on s'en était pas encore rendu compte. Et en fait, c'est assez récemment. Après m'être investi dans mes études, m'être investi dans une carrière où j'ai beaucoup travaillé en étant en conseil, après être même allé chez Total en me disant qu'il y avait quand même un sens dans la transition écologique et que j'avais envie d'aller là-dedans sans être particulièrement conscient des enjeux. Donc voilà, j'en étais à ce point-là. Et j'ai fini par, un petit peu comme il le décrivait tout à l'heure, me retrouver sur des études à droite à gauche de Ship Project ou de différents intervenants, comme vous avez déjà certainement pu en voir quelques-uns, qui ont aligné 2-3 ordres de grandeur que j'avais, je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais toujours pas vu ou toujours pas entendu, qui m'ont fait prendre conscience. Et c'est là que la couche ingénieur ressort quand même, de compréhension vraiment des réalités physiques qu'il y a derrière ces sujets et de se dire, voilà, en fait, on est vraiment collectivement dans une sorte de déni des réalités physiques. Et plus on rentre, plus on creuse, plus on cherche à comprendre, plus le constat est renforcé. Donc voilà, j'ai suivi du coup ce cheminement d'abord fortement intellectuel, de revenir un petit peu sur ma formation ingénieur, sur la compréhension des enjeux physiques, qui m'a amené à remettre un certain nombre de perspectives que j'avais en question, notamment par exemple mes perspectives de carrière où je me voyais juste vraiment m'investir dans l'entreprise en tant que chrétien, voilà, et puis me dire, alors que là j'ai vraiment ajouté une couche d'un engagement conscient des enjeux climatiques qui servent vraiment à quelque chose sur ces aspects-là, qui contribuent à construire le monde de demain.
Et une deuxième remise en question qui était beaucoup plus sur un aspect spirituel, sur ma foi, de comprendre comment est-ce que ça pouvait me remettre en question. En fait, c'était beaucoup une recherche de, voilà, il y a des grosses vérités que je découvre sur l'environnement, sur l'écologie, sur la Terre. La foi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, comment est-ce que je le mets en écho avec ma théologie, avec ma compréhension du monde biblique et en fait, derrière, d'une certaine manière, c'est un peu une compréhension aussi qu'on échoue beaucoup sur certains des commandements que Dieu nous donne, de prendre soin de la création, de prendre soin de notre prochain, de prendre soin des ressources que la Terre nous donne, donc sans les dilapider, sans rendre un monde qui est invivable aux générations futures. Donc voilà, et derrière, c'est ce qui mène aussi à une remise en question personnelle de moi, dans mes choix de vie, où est-ce que j'en suis. Clairement, je suis loin d'être irréprochable. Comme tu le disais, voilà, j'ai eu un passé et j'ai un futur aussi qui est fortement carboné. Mais comment est-ce que je me mets en mouvement, d'essayer d'être le plus cohérent possible, d'honorer Dieu par rapport à voilà, la création qu'il nous donne, d'essayer d'être le plus respectueux de toutes ces choses-là, tout en sachant que je ne vais pas pouvoir être parfait. Voilà en quelques mots pour répondre à la question. Ouais. Alors, vous êtes incroyables tous les trois parce que vous nous témoignez d'un engagement extrêmement fort. Tout à l'heure, on avait Caroline et Benoît qui nous racontent quand même qu'ils sont pratiquement à 100% dans ce collectif. Voilà, enfin, alors qu'ils sont étudiants, qui sont censés normalement travailler un petit peu. Mais enfin bon, on sait ce que c'est que les étudiants. Mais quand même, enfin moi je me souviens que je ne m'engageais pas à 100% dans ce type de collectif. Enfin, on n'en parlait même pas. Mais bon, voilà. Toi, tu nous dis que cette conversion écologique que tu as fait, c'est aussi une conversion de foi. Est-ce que peut-être sur cette conversion de foi, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Ça a renversé quoi? Ça t'a amené à lire plus les textes ou à les lire différemment ou à avoir une relation à Dieu différente? Ça serait quoi? Et quelles conséquences ça a concrètement dans ta vie, peut-être? Je vais utiliser un exemple qui est, je pense, celui qui est le plus explicite pour moi, mais tout en ayant bien en tête que je pense que l'important, c'est vraiment de creuser chacun en soi quelles sont les choses que peut-être Dieu veut nous mettre à cœur. Moi, un exemple qui m'a paru assez évident très rapidement, c'était comme tu l'évoquais, c'était le fait que voilà, j'avais une vie professionnelle avant où je voyageais beaucoup quand j'étais consultant. En prenant l'habitude de voyager, on prend aussi beaucoup l'habitude de voyager personnellement pour ces voyages. Voilà, on travaille beaucoup, donc on le mérite bien de voyager, de bien profiter de toutes ces choses-là. Et en fait, ça m'est apparu vraiment naturel de me dire voyager, c'est quelque chose que le monde veut me donner, dont le monde veut me donner envie, dont le monde qui m'entoure, dont Instagram, dont beaucoup de choses me disent Timothée, pour être heureux, il faut que tu ailles faire tes prochaines vacances à Bali. Mais derrière, ce dont on se rend compte en creusant les réalités physiques, c'est qu'en fait, il y a des conséquences à profiter de tels loisirs qui sont des choses merveilleuses, mais il y a des conséquences. Et ces conséquences, c'est voilà, c'est tout ce qui a été évoqué précédemment, la fresque du climat, etc. Vous avez déjà pu en entendre un petit peu parler. Et derrière moi, la réflexion que j'ai eue là-dessus, c'était de me dire, mais en fait, ouais, qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu me dit que pour être heureux, je n'ai pas forcément besoin d'aller faire mes prochaines vacances à Bali. Dieu me dit, pour être heureux, j'ai besoin d'être en communion avec lui, en communion avec mon Église, en communion avec mes frères et sœurs, d'aimer mon prochain et de chercher Dieu dans ma vie. Et donc voilà, cet exemple du voyage, je pense que c'est quelque chose qui m'a paru, entre guillemets, surprenamment pas si difficile, alors qu'en plus j'en avais profité. Plus on en profite, plus on a envie d'en profiter. Je ne sais pas si à quel point j'arriverai à le tenir sur la durée. Voilà, ça fait que 1 an et demi, bientôt 2 ans, mais voilà, il y a plein d'autres choses sur lesquelles je sais que je suis loin d'être parfait. Personne n'est parfait, que j'ai pas du tout vu autant, sur lesquels je peux réfléchir. Mais voilà, moi, ce que j'en retire vraiment, c'est de regarder dans notre mode de vie, dans notre consommation, dans notre rapport aux autres, quelles sont les choses qu'on peut remettre en question et qui, derrière, pas seulement nous remettent en question dans les réalités physiques, mais nous remettent en question dans notre rapport au monde, dans notre rapport à notre prochain, dans notre rapport à Dieu, dans notre rapport à la consommation, à la recherche de sécurité dans des biens matériels, dans tout un certain nombre de choses. Et je pense qu'il ne faut pas se dire qu'on cherche à trouver la solution parfaite. La solution parfaite, de toute façon, c'est Dieu qui l'a.
Et c'est en suivant le chemin qui nous donne à suivre qu'on est dans le bon chemin. Je pense que voilà, c'est l'avantage entre guillemets qu'on a en tant que chrétien sur ces enjeux-là, c'est qu'on a une assurance, une espérance qui est ferme et le chemin, on sait où est-ce qu'il est, on sait où le trouver. Après, c'est pas évident au quotidien de savoir exactement de qu'est-ce qu'il faut faire, mais au moins la direction est claire. Alors, on voit que pour toi, c'est donc à la fois une prise de conscience, une responsabilisation, mais aussi un itinéraire spirituel, un chemin de conversion. Et concrètement, dans ta vie d'homme qui travaille, employé par une entreprise et qui te met au service du monde à travers ce travail, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir vivre? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir transformer? Peut-être aussi transmettre. Oui, je pense qu'effectivement, pour le moment, je dirais que la partie transmission est peut-être prépondérante par rapport à la partie transformation. Parce que là où je suis, j'ai beaucoup l'impression de contribuer à la grande marche des entreprises vers le but qu'elles se fixent. Je pense que là où je sens que je peux avoir un impact, c'est beaucoup dans l'interpellation des personnes qui m'entourent, de mes collègues, de mon chef, voilà, d'être un petit peu cette voix de la jeunesse qui challenge les objectifs, qui challenge les trajectoires que les entreprises se donnent, qui est un petit peu la force de rappel de les réalités physiques. Voilà, le monde économique, c'est une belle chose, mais c'est des euros. Les euros, on ne les mange pas, ils ne nous chauffent pas. Le Covid nous rappelle bien que les euros ne comptent pas les réalités physiques, et les réalités physiques, elles peuvent se rappeler à nous très rapidement. Donc voilà, essayer d'être un petit peu cette force de rappel, voilà, d'une petite lumière, et puis en même temps aussi de partager ces perspectives-là qui sont des perspectives chrétiennes, de se dire que la solution, elle est en Dieu, elle n'est pas dans l'humanité, elle n'est pas dans, mais elle est vraiment en Dieu. Voilà. Toi-même, tu as signé le manifeste étudiant pour un réveil écologique, ou tu étais déjà trop vieux, ils n'ont pas voulu de toi Alors, j'étais déjà trop vieux, mais quand j'ai vu le manifeste, j'ai trouvé ça super et j'étais vraiment très encouragé de voir les jeunes générations dans les grandes écoles, dans les universités qui se mobilisaient énormément sur le sujet. Et en fait, j'avais encore une adresse mail de l'ESSEC qui était validée par le manifeste. Donc, j'ai pu signer le manifeste, même si ça faisait 3 ans que j'étais diplômé. Donc, je suis dans les 30 000 signatures. Bravo. Alors, félicitations. Et alors, même question peut-être que tout à l'heure, pour Benoît et Caroline. Tu as des entrepreneurs, des dirigeants en face de toi. En quoi tu as besoin d'eux? Qu'est-ce que tu as envie de leur demander? Je pense que ce que j'ai envie de leur demander, c'est de nous montrer qu'ils construisent le monde de demain, le monde dont on aura besoin. Parce que là, il faut tout réinventer. On est dans un monde qui dépend essentiellement des énergies fossiles. Si on renonce aux énergies fossiles, il faut tout refaire. Donc, comment est-ce qu'on construit ça? Pour le moment, on a commencé peut-être un petit morceau du chemin, mais l'essentiel du chemin reste à faire. Je pense que la manière dont je vois le monde dans 20 ans, dans 30 ans, c'est quelque chose qui ressemblera assez peu au monde d'aujourd'hui. Mais on voit, et je le vois bien étant dans une grosse entreprise, ayant travaillé sur des enjeux qui sont des gros enjeux de transformation, c'est des structures qui mettent énormément de temps à se transformer, à se mettre en mouvement, à réinvestir les actifs, à requalifier les personnes, repositionner, changer les formations professionnelles des personnes, etc. Donc, c'est un mouvement sur lequel on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Donc, je dirais le premier point, c'est un point qui a certainement déjà été beaucoup partagé, c'est vraiment de faire une pause, arrêter, je suis Dieu, enfin voilà, se mettre devant le Seigneur et puis de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis aussi intellectuellement, enfin juste de creuser, comprendre. Ceux qui ont une formation ingénieur peuvent peut-être plus facilement appréhender ces enjeux-là, mais appréhender les réalités physiques et se dire voilà, qu'est-ce qu'elles veulent dire pour mon entreprise? Comment est-ce que je peux réconcilier ça? Essayer de la rendre la plus cohérente par rapport à ces enjeux. Moi, une des images que j'ai le plus, c'est de se dire il faut faire en sorte que le maximum de barils de pétrole qu'on utilise aujourd'hui ne servent pas à s'acheter le dernier SUV Grand Cri, mais construire un monde de demain sans énergie fossile. Parce que le jour où on n'aura plus d'énergie fossile, l'énergie abondante, ce sera la fin de l'énergie abondante. Donc, tant qu'on a encore de l'énergie abondante, faisons en sorte de l'utiliser au maximum pour construire le monde dont on aura besoin.
Génial, merci infiniment. Merci de nous avoir partagé tout ça. Peut-être un dernier mot, parce que là, tu viens de t'adresser à nos chers camarades sur un plan peut-être entrepreneurial, économique, etc. Puisque tu nous as parlé de ta conversion qui touchait aussi ta foi, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire au niveau de leur foi? Alors, moi, j'aime beaucoup parce que tu as 29 ans, hein, c'est ça? Oui. Tu as 29 ans, donc les personnes qui sont là, on a compris qu'ils avaient plus de 40 ans à peu près. Hein, voilà, enfin, même si ça évolue beaucoup et que tu feras bientôt partie des EDC, merci. Euh, voilà, je vais poser la question peut-être mal, mais comment tu pourrais les édifier ou les inviter plutôt à un parcours de conversion de foi en rapport justement à cette écologie? Ça serait quoi le premier petit pas? Bonne question, c'est vrai que c'est pas… Au niveau spirituel, hein, Ouais. puisqu'on a compris que maintenant tu étais un pasteur en mission. Je dirais que c'est de… oui, enfin voilà, pour reprendre le pasteur en mission, la première chose qu'il va dire, c'est les réponses, elles sont dans la parole. Donc, de prendre la parole et de méditer les textes qui parlent de la création, qui parlent de… je pense à Romains 8 en particulier, qui raconte tout ça, qui raconte comment la terre vit les douleurs de l'enfantement, comment est-ce que la création soupire en attendant le retour des fils de Dieu. Enfin, c'est un petit peu comment est-ce que voilà, toute la création attend que on puisse, le retour du Seigneur et en attendant, comment est-ce qu'on fait pour nous vivre dans cette création? Comment est-ce que on honore Dieu au maximum? Je ne sais pas si c'est la meilleure réponse en fait. C'est la tienne, c'est ça qui est important. Ouais. Voilà. Donc Romains 8, déjà, on va aller se précipiter dessus. Enfin, vraiment, c'est un texte qui est splendide. Et puis les psaumes aussi. Les psaumes racontent beaucoup la création. Je pense qu'il y a beaucoup de vertus à s'abstraire de notre monde complexe, grande ville, etc. Et juste à aller redécouvrir la création et s'émerveiller de ce que Dieu a fait dans la création. Ouais. Alors, c'est sur cette perspective eschatologique qu'on va peut-être se quitter. Voilà, alors pour ton info, chaque fois on donne 2 questions de réflexion en fait, pour 2 ou 3. Là, il n'y en aura que 2. Donc je vais vous donner ces 2 questions de réflexion pour vos travaux ensemble, merci. La première qu'on vous propose, c'est peut-être d'avoir un échange. Voilà, quels échanges constructifs vous pourriez avoir avec la jeune génération sur ces sujets. Peut-être interroger soit pour ceux qui osent leurs enfants, leurs petits-enfants, avoir ce dialogue et échanger entre vous sur comment ça s'est passé, ces échanges. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a provoqué? Quels sont les changements en fait, de regard que vous avez pu avoir en discutant avec la jeune génération? Et puis une deuxième question qui est quel changement il faudrait que vous opériez dans vos entreprises pour attirer la jeunesse qui arrive, attirer en tout cas déjà les 32 000 étudiants signataires de ce manifeste pour un réveil écologique qui vont arriver sur le marché très très bientôt. Voilà, et puis peut-être échanger entre vous sur Romains 8, puisque le père Thibauté vient de nous donner une indication de lecture particulièrement importante. Merci infiniment, Timothée. À bientôt. Bonsoir à tous. Pour me présenter rapidement, du coup, moi je suis membre de l'équipe numéro 5 à Marseille depuis 3 ans et je suis marié et papa de 2 petits garçons, Mathias et Thomas. Et je suis le directeur d'une structure, moi je suis un jeune, j'ai 30 ans depuis 1 mois. Et je suis le directeur d'une structure d'accompagnement qui s'appelle Massa Jobs. Donc on est une structure qui est implantée dans 2 quartiers à Marseille, dans une cité des quartiers nord et dans un quartier assez pauvre du centre-ville de Marseille qui s'appelle la Belle de Mai. Et notre mission, c'est d'accompagner ceux qui viennent nous trouver vers l'emploi grâce au développement de leur pouvoir d'agir, c'est-à-dire grâce à la création d'un espace d'accompagnement, d'accueil, de questionnement qui leur permettent de découvrir quelles sont leurs ressources, quelles sont leurs
leur talent, leur richesse qui leur permettrait de régler par eux-mêmes leurs problématiques. Le logo de MassaJobs que vous pouvez peut-être distinguer derrière moi, c'est un pont composé de plusieurs personnes, parce que l'idée, c'était vraiment de créer un pont entre des quartiers qui ont parfois le sentiment d'être en marge et des entreprises qui ont aussi leurs difficultés, et de faire ce pont pour que personnes en besoin de travail et entreprises en besoin de recrutement puissent se rencontrer. Pour vous donner quelques chiffres, je vais être très rapide encore pour parler plus d'Agir ensuite. On est 8 salariés, c'est 300 personnes accompagnées en 2020, dont 50% qui ont moins de 25 ans. On a beaucoup de jeunes. Et peut-être des futurs EDC. Reste à voir. Et on arrive à faire ça grâce au soutien de beaucoup de professionnels et quelques entrepreneurs dirigeants chrétiens qui viennent nous aider à faire plein de choses différentes. Et c'est ce dont Alban va vous parler maintenant. Merci. Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc Alban Forest, je suis présidente de l'équipe EDC3 depuis 5 ans aux EDC. Et j'ai la chance d'avoir passé donc 5 ans au conseil d'administration de MassaJobs. François dit qu'il est jeune, mais moi, quand je t'ai connu, François, tu dois avoir 23 ou 24 ans. Ce qui m'intéressait, c'était cette action de retour à l'emploi au sein de la cité, de prendre des jeunes qui veulent vraiment s'en sortir, et je trouve ça assez extraordinaire. Ce qui m'a aussi animée et que je continue à faire en filigrane, même si j'ai quitté le CA, c'est justement de m'occuper aussi un peu des salariés, de les écouter, de prendre du temps parfois avec les uns ou les autres, ou lorsque certains quittent l'association. Et je pense qu'on ne le dit pas assez, mais c'est ces jeunes qui permettent d'insuffler quelque chose pour que les jeunes de la cité viennent justement à ces rendez-vous qui leur sont proposés pour construire leur avenir, alors l'emploi ou les études, du soutien dans les études, et c'est quelque chose qu'ils font très bien. Et grâce à eux, j'ai pu participer notamment à la route de l'emploi, et j'ai rencontré Akram, je vais vous parler d'Akram, qui m'a beaucoup marqué, parce que ce que j'ai trouvé très beau, donc c'est des ateliers qui ont lieu sur une après-midi, on donne une fois de temps en temps comme ça un après-midi, et ce que j'ai trouvé très beau, c'était de l'accompagner sur une étape de son parcours, où il devait faire une présentation de lui devant tout le monde, et je voyais bien à quel point il ne se voyait pas aussi beau que je le voyais. J'ai trouvé un garçon très humble, très rigoureux, qui expliquait pourquoi il aimait l'électrotechnique et pourquoi il avait besoin de faire un stage chez Airbus pour son alternance, et ça m'a donné vraiment très envie de l'aider, parce que justement j'ai eu le temps de le rencontrer tranquillement. C'est pas quelqu'un qui avait beaucoup de facilité à s'exprimer, à parler de lui, et je me dis que c'est important, quand on peut avoir quelques heures à passer avec ces jeunes, de pouvoir leur permettre d'être un petit maillon de cette passerelle que vous présentez, François, tout à l'heure. Et j'ai pu vivement le recommander sur LinkedIn à des amis, parce que quand on habite Marseille, on connaît quelques personnes chez Airbus. Et en tout cas, c'était une joie de le faire. Et je pouvais le faire vraiment en vérité, parce que j'avais passé un moment avec lui, ce que je n'aurais pas pu faire sans ces ateliers. Donc, merci François. J'ai fait pas mal de belles rencontres à MassaJobs. Merci, la limite de l'exercice, c'est que vous êtes de plein d'endroits en France, mais même s'il n'y a pas MassaJobs, il y a plein de structures qui ont besoin de personnes qui vont être capables de s'engager sur des jeunes, de s'engager sur un entretien blanc, sur une mise en relation. J'ai cru comprendre que vous receviez Peter de Ribat Le Rocher de Bondy. C'est aussi un autre lieu en banlieue parisienne qui est vraiment génial et qui est une asso extraordinaire, où il y a besoin de rapprocher l'entreprise et puis de ces rencontres dont Alban parlait. Et puis après, moi, j'ai d'autres idées. Donc, si vous avez besoin, je ne connais pas toute la France, mais à Lille ou des structures qui sont nationales, qui ont besoin de mentors, qui ont besoin de professionnels qui s'engagent auprès des jeunes, n'hésitez pas à me contacter. Je crois que je suis dans l'annuaire des EDC. Transformé par le Christ, serviteur, réparer notre maison commune et nos cœurs.